Que se passe-t-il en Ukraine? Nous constatons de grandes avancées de la Fédération de Russie en quelques jours. Oui, cela me rappelle, et bon, on ne va pas non plus faire preuve de prudence, mais cela me rappelle aussi en partie l'été 2024, même si à ce moment-là, l'Ukraine a fait un grand pari sur l'offensive de Koursk qui s'est déroulée comme elle s'est déroulée, mais cela a laissé des failles terribles dans le sud, n'est-ce pas? Il y a eu là des avancées très rapides. Donc, il semble que l'Ukraine soit en train d'accumuler des hommes pour tenter quelque chose, une offensive quelque part, ce qui me paraît très difficile. On ne le voit pas, n'est-ce pas? Ou alors, est-ce qu'elle traverse simplement une série de crises, un manque d'infanterie, des difficultés à combler les brèches, et c'est pour cela qu'elle essaye de tout couvrir sans vraiment réussir à fermer aucun secteur? Elle essaie de mener des attaques médiatiques, enfin, comme à Sébastopol, n'est-ce pas? Ils ont attaqué le musée, celui qui offrait une vue panoramique de la bataille de 1850. Oui, 1800. Oui, Oui, c'est-à-dire une tragédie. oui, ça n'a aucun sens d'un point de vue militaire, même pas politique, mais ils attaquent ces choses-là, non, les choses culturelles, et ils essaient d'attaquer. Par exemple, bien sûr, le tourisme, isoler certaines choses, créer une sensation, mais sur la ligne de front, tout cela ne se reflète pas et on voit plutôt l'inverse, qu'ils ne gagnent rien nulle part. Il y a même certains endroits où ils faisaient pression, ils ont arrêté de le faire, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont réussi à repousser les troupes russes au sud de Zaporozhye, ils ont réussi à les faire reculer de quelques kilomètres, ou à rendre cette zone grise, parce que les Ukrainiens aussi, et ça je l'ai déjà vu depuis 2014, ils sont très enclins à jouer avec la zone grise, n'est-ce pas? La zone grise, bon, je suppose que tout le monde ne le saura pas, mais si jamais quelqu'un ne le sait pas encore, ou si on doit le rappeler, c'est cette zone entre les deux parties qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, n'est-ce pas? Qui est la zone entre les deux, qu'on pourrait appeler No Man's Land. Mais c'est que dans le conflit du Donbass, c'était comme ça, il arrivait que la zone grise puisse même être une petite commune, un village, simplement parce que c'est construit comme ça, n'est-ce pas? Parfois, certains peuvent entrer, d'autres aussi, et cette zone peut couvrir plusieurs kilomètres carrés. Et concernant le front actuel, comme il s'agit d'un front beaucoup plus étendu et qu'il n'y a pas de soldats à toutes les positions du front, eh bien les zones et à santé à moi-même, Jésus. Oui, eh bien, ces zones sont assez grandes et l'Ukraine en profite beaucoup, mais elle en profite parce qu'elle les considère comme des positions conquises, n'est-ce pas? Ils calculent parfois la zone grise et disent avoir gagné 100 km², alors tu vérifies sur la carte s'ils l'ont vraiment obtenu. Je veux dire, du point de vue de l'analyste, de l'expert, la meilleure chose à faire est de refléter la réalité, parce que sinon, si tu mens, les gens arrêteront de te suivre. Non, vous n'irez pas. Alors tu plonges dans les cartes, tu consultes plein de sources, tu écris à tes contacts, tu vérifies tout ce que tu peux, non? Parfois, ce sont des choses très précises. Autrement dit, l'ont-ils vraiment fait exploser? Parfois, des contacts te disent quelque chose, mais te demandent de ne pas le publier. Et parfois, on te dit, eh bien, ça, c'est un mensonge. Et dans la plupart des cas, toutes ces choses ukrainiennes, ce sont des exagérations et des mensonges. Quand il y a eu des contre-attaques, eh bien non, il y a eu des contre-attaques à Kupiansk, mais ils n'ont pas réussi à la reprendre entièrement, et maintenant ils continuent à se battre pour la ville. Et le front continue de bouger, il continue de bouger, les Ukrainiens continuent de perdre du terrain, pas pour rien, pas parce qu'ils sont de mauvais soldats non plus, mais au final, la guerre est ce qu'elle est et la puissance de feu. Ils se retranchent à un endroit, les soldats russes attaquent, si ça ne marche pas, alors ce sont les drones. Si les drones n'arrivent pas, disons, à aplatir cette position, tu as l'artillerie. Si l'artillerie n'y arrive pas, alors tu as l'aviation. Rien, tout cela était limité, ce n'est pas infini. Non, la Russie ne peut pas tout bombarder. Tout cela, donc petit à petit, on détruit des ressources, on bombarde ceci, on avance, puis on bombarde cela. On avance petit à petit en préservant les troupes, et c'est pour ça. Et à la fin, l'Ukraine, à chaque bombardement, l'Ukraine perd. Elle perd des gens, parfois plus, parfois moins. Elle perd de l'infanterie qui, au final, toute l'infanterie de qualité ukrainienne, elle est regroupée dans très peu de brigades qu'ils utilisent
Non, ce qu'on appelle le terme de pompier, non. On les envoie d'un endroit à l'autre pour éteindre les incendies. Mais même comme ça, ce n'est pas suffisant et même ainsi, ils s'épuisent, n'est-ce pas? Même les néo-nazis d'Azov ne sont plus les jeunes néo-nazis en bonne forme de l'époque, issus du monde des hooligans de football ou autres, n'est-ce pas? Ce sont déjà des gens, eh bien, ce qu'il y a vient de l'étranger. Oui, les restes viennent de l'étranger. Il y a quelques néo-nazis scandinaves, divers européens, mais tous finissent par mourir. Il suffit de les regarder, les interviews elles-mêmes avec les gens qui sont passés par là. Voyons le commentaire. Il y a quelques heures, j'ai discuté avec des personnes qui étaient sur le Maïdan, puis sont parties dans le Donbass. On m'a confirmé que comme les grands pays d'Europe sont en difficulté économique, la France, l'Allemagne, etc., ils veulent la guerre contre la Russie. C'est la partie que je répète toujours, moi, celle qui me fait peur, parce que d'un côté, je comprends qu'ils auront, et j'espère qu'ils auront, la prudence nécessaire pour ne jamais s'engager dans un conflit ouvert, dans un conflit direct et décisif contre la Fédération de Russie, parce que cela nous mènerait tous à la catastrophe à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, j'espère toujours qu'ils seront prudents, mais je le dis aussi souvent. Et c'est le fait qu'ils sont vraiment en mauvaise posture économiquement. Et cette dette, tu ne peux pas t'en débarrasser autrement qu'en l'oubliant simplement, en faisant table rase. Et la seule façon de faire table rase, c'est la guerre. Oui, mais écoute, moi non. Je ne crois vraiment pas qu'aucun pays, ni la France, ni l'Allemagne n'interviendront en Russie. Eh bien, tout simplement parce que je ne vois pas qu'ils aient suffisamment de troupes, ni que le moral des troupes de ces pays soit suffisant pour s'impliquer dans la guerre qui est en cours. Et aussi parce qu'une chose est de le faire sous le parapluie américain et une autre chose est de le faire par eux-mêmes. Le parapluie américain est en train de... nous avons passé la première partie de l'émission à parler du parapluie américain. Le pauvre est en très mauvais état et ils auront davantage besoin qu'il soit en bon état en Asie. Donc, honnêtement, je ne pense pas que nous en arrivions à la guerre. Et si jamais on en arrive à la guerre, eh bien, la question est désormais sur la table en Russie, n'est-ce pas? Elle est en train d'être mise sur la table maintenant, même pour l'utiliser contre l'Ukraine. Pas seulement ce débat interne sur l'armement, sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Dans le cas de la France ou de l'Allemagne, il n'y a pas beaucoup de débats, surtout si c'est l'Allemagne, puisque l'Allemagne n'a même pas d'arme nucléaire avec laquelle répondre. La France a quelques sous-marins qui, pourront causer certains dégâts, mais non, ce n'est rien de tout cela. Et surtout, je pense que tant que certaines figures ne s'imposent pas, la classe politique européenne va continuer à changer et ceux qui arriveront vont refléter d'autres positions, non? Regarde, le ministre britannique de la Défense s'est éclipsé parce qu'il n'y a pas de financement. Ils sont en train de colmater, ils bouchent des trous. L'anglais, tu vois, c'est une petite mésentente et son propre parti va le mettre dehors. Il va dégager bientôt. Et en plus, ils accumulent des petits problèmes. Voyons si les Écossais font un référendum. Peut-être que d'autres suivront. Donc, il ne leur reste plus grand-chose. En Espagne, je pense que le débat est aussi assez différent. Et sincèrement, je n'imagine pas l'armée espagnole combattre en Russie. Non, ce n'est pas qu'ils ne soient pas de bons soldats, je pense qu'ils le sont et qu'ils ont un bon équipement jusqu'à un certain point. Mais c'est que être aussi loin de chez soi, quand les projectiles commencent à tomber sur toi, quand les Scanders arrivent, quand les Calibers arrivent, quand les Zircons arrivent, les grades, je ne sais quoi, je ne sais combien, et que les Su-34 te pilonnent, les Su-35 te tombent dessus, les Eurofighters te criblent de tirs. La réalité de la guerre est très dure. Donc, il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais vraiment, c'est très pénible. Et puis, il y a le fait que la population elle-même en souffre aussi. Et si tout le monde pense que ça ne mènera à rien, eh bien, ils peuvent se tromper. Donc, je ne crois pas à la guerre avec les Européens. La guerre, eh bien, d'un côté, elle est déjà là, mais c'est en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Écoute, je ne crois même pas que... Oui, pardon, j'ai pensé que moi, eh bien, honnêtement, je crois que même quand l'Ukraine sera en train de s'effondrer et elle va tomber, non, même si le front s'effondre, etc., même à ce moment-là, personne n'osera envoyer des troupes. Cette histoire de corps expéditionnaire, comme on en parle, non? Parce que les Anglais et les Français qui ont tout prévu, on va envoyer un corps expéditionnaire. Non, les gars, ça, non, ça n'arrivera pas.
Et si ça arrive, le corps expéditionnaire, eh bien, il cessera d'exister en relativement peu de temps.